Avec Saut de Frontières, comme le nom l'indique, nous n'avons jamais cessé de passer, de sauter les frontières entre les genres, ou peut-être plus exactement, en nous intéressant justement aux interstices où va se loger la poésie. C'est là que j'avais à la fois une place pour être encore différent dans ma forme d'écriture, et puis en même temps pour progresser vers une forme d'écriture de roman que je n'arrive pas encore à atteindre, mais voilà, c'est ce chemin-là. Mais il fallait quand même des romans, quoi. C'est quand même Gallimard. Donc le récit des gouffres, c'était quand même trop bizarre. J'ai découvert, d'une part, qu'on pouvait écrire la poésie, ce qui m'était un peu sorti des perspectives. Tous mes textes sont courts, hein. Mes romans sont courts. C'est un format que j'aime, le court, le bref, le direct et l'hybride. En gros, un peu, c'est vers là que je suis allé parce que c'est les auteurs que j'aime lire, c'est les textes que j'aime lire. Des portes faciles à ouvrir, des portes ouvertes, grandes ouvertes, des questions, pas des réponses, des poèmes, pas des leçons. Je ne suis pas serrurier, je suis vendeur de carreaux. Je les casse, puis je les répare, comme Charlot. J'offre les traces de doigts avec les crottes de mouche, la langue du vent, ces parfums chauds de la vie qui passe et des nuits qui ne passent pas. Des pies qui se battent et des chats qui s'en foutent. Des melons trop mûrs et des mégots pas bégueules. Des lumières anodines et des fleurs sans nom. Je ne suis pas serrurier. Je suis vendeur de carreaux cassés, de portes faciles à ouvrir, aux gonds abîmés, usés par la poussière et les souvenirs. Pas loin du cancre de Prévert ou de l'âne de Brotigane. Entre les maxi-monstres et les bâtards sensibles. Les chiens qui se prennent pour des loups et les loups pour des chiens. Il reste de la place, on digère mal, mais on est bien. Entre si tu veux entrer, assieds-toi si tu es fatigué. Tu peux bien peigner les poils dans ton dos ou ceux dans ta main, ou bien rester dehors si tu préfères, poser des cadenas dans le ciel. Tu peux bien faire ce qui te plaît. La porte est ouverte. Je ne suis pas serrurier. Je me suis rendu compte que tous les romanciers américains que j'aimais, pour leurs romans, ils écrivaient aussi de la poésie, que la poésie aux États-Unis, elle n'avait pas le même statut, quoi. Elle était très vivante, elle était très active, ils enseignaient, ils ont tous une œuvre poétique. Et c'est leurs poèmes qui m'ont vraiment amené. Parce que moi, la poésie, c'était Baudelaire et Rimbaud, quoi. Hein, c'était en gros, hein, qui m'ont amené à ça, à cette pratique-là. Ça, et puis ce que je disais tout à l'heure, le changement d'espace, c'est-à-dire que le rapport à la nature, en fait, comme je me suis retrouvé dans le Luberon, avec tout cet espace, tout ce ciel, tout ce... Mais moi, ça a été mon cheminement, mais on peut écrire des poèmes partout, quoi. Hein, y a pas de... Mais en tout cas, moi, il y a eu cette concordance-là entre le rapport à l'espace, le fait de me rendre compte qu'on pouvait raconter des histoires dans les poèmes, voilà, que c'était un espace de liberté, que tout était permis, en fait, dans la poésie, que ça pouvait être drôle, qu'il pouvait y avoir des gros mots, enfin voilà, tout un espace de liberté qui m'a ramené vers ça. Et ensuite, j'ai découvert la poésie contemporaine française. Et dans mes productions, parce que j'écris, j'ai un rapport assez, un peu moins maintenant, mais depuis 15-20 ans, assez quotidien à l'écriture, quoi. Ça fait vraiment partie de mon équilibre et de mon hygiène de vie. Au début, ça commençait par des textes courts, comme La Bête, le texte de Thomas, où je faisais plutôt des textes courts, des nouvelles illustrées. Alors Thomas, il y avait en même temps fait une expo. Thomas était venu à Saint-Étienne à l'expo vernissage, ça a été un moment super sympa. On a le texte et puis on se dit mais à qui, connaissant l'univers pictural graphique d'un artiste, à qui ça peut parler, quoi, cet univers. Et tout de suite elle a dit ah bah oui, j'y vais, ça m'intéresse, etc. Et puis comme j'avais la guérie à l'époque, on a fait une exposition, puis c'est là que Thomas est venu, etc. Et c'était des moments fort sympathiques. Et alors, le risque, c'est d'avoir, dans ce cas-là, quelque chose qui soit très illustratif, d'être à la limite de la BD, quoi. Alors c'est toujours un peu un fil
un peu compliqué, quoi. Parce que les artistes, les peintres, ce ne sont pas des illustrateurs, ce sont des artistes. Ils viennent rarement peindre ou dessiner sur un texte. Donc voilà, donc c'était ce fil un peu, ce chemin un peu étroit là, qu'on essayait d'emprunter. Des mots de tous les jours. Il y a l'usure des mots de tous les jours, des mots de petits jours, des mots dont on se sert jusqu'à la corde, jusqu'à la patine du sens, la rondeur de l'usure, la trace sur le manche. Ces matières premières, brutes, de l'échange, de la guerre, de la consolation, qui disent la blessure, qui disent l'évidence, qui disent l'essentiel. Simplement, le poème ou le texte les remet au centre, leur redonne une place, un peu d'espace, de largeur, un peu d'air et de silence dans le vacarme aseptisé de la course. Ce sont des mots de soif, comme on parle d'un vin de soif, un vin de tous les jours, un vin de table, des mots de tous les jours, des poèmes de tous les jours, des poèmes de table, des poèmes de soif. Par le biais de cette écriture poétique, j'ai trouvé ma langue, en fait, j'ai trouvé mon espace d'écriture. Le fait de lire de la poésie et d'essayer d'en écrire, ça m'a appris à écrire autrement. Et ça a beaucoup nettoyé, en fait, mon écriture, ça a enlevé beaucoup de choses. Ça a essentialisé le truc, et puis il y avait une espace de liberté, encore une fois, avec les mots, avec les sons, avec les images. C'est là que j'ai trouvé cet espace pour écrire avec des tableaux. Voilà, des tableaux, donc des textes presque comme des proses qui font parfois une page ou une demi-page, et une progression narrative par ellipse comme ça, comme un storyboard de tableau. Et c'est comme ça que j'ai essayé d'écrire les romans. La forêt. Le lièvre est à la forêt. La douceur et la bestialité, la langue chaude de la mer, les babines retroussées du père sont à la forêt. La viande est à la forêt. Le flux et le reflux du sang, les muscles, les odeurs, les souffles sont à la forêt. Toutes les bêtes sont à la forêt. Ce qui grouille, ce qui fouille, ce qui bondit, ce qui se déploie, ce qui attaque, ce qui ronge, ce qui creuse, ce qui mord, ce qui broie est à la forêt. L'argent mort de la lune est à la forêt. La glaise, le vent, la brume et la rosée, toutes les obscurités appartiennent à la forêt. Elle est le foyer de tous ceux qui n'en ont pas, de tous ceux qu'on ne veut pas, de tous les chassés, les fuyards, les proies. L'ombre est à la forêt. L'ortie et la ronce, la chouette et le goupil, l'ours et le coucou, le loup et le hérisson, le givre et l'orage, la larve et le serpent. Longtemps, elle a été l'ennemi des hommes, son piège, sa mère cruelle. Il s'en est extrait en s'unissant, à force de courage et de lutte, pour se déployer sous le ciel, à découvert. Il est devenu son conquérant, de ça comme du reste. Il l'a coupé en morceaux, l'a exploitée, l'a annihilée, a tenté de la domestiquer comme une vache. Mais la forêt n'a jamais perdu ses propres règles, son propre règne, son ventre de nuit sauvage. Elle est restée le souffle archaïque de nos cycles, la laine musquée de nos origines, la reine ombragée du vivant, la ruade. Nous nous sommes tenus à l'écart pour inventer nos propres nuits, nos propres lois de bêtes orphelines, nos merveilles, nos désastres, nos propres dieux et nos propres monstres, sans jamais cesser de la craindre avec vénération. Elle est alors devenue le refuge de ceux qui se refusaient à l'homme et de tous ceux que l'homme refusait. Elle est l'autre camp, le camp des autres. Je lis encore beaucoup et j'ai toute une armée comme ça, toute une famille, parce que Voilà. c'est peut-être un peu belliqueux, mais une famille de fantômes et d'ombres, et comme tous les lecteurs, je pense, ou tous ceux qui sont touchés par des auteurs ou par des artistes qui m'accompagnent au jour le jour et qui m'aident à vivre. Et dans l'écriture, ça a été assez naturel pour moi
de les amener avec moi, quoi. Donc souvent, il y a des citations, des dédicaces, il y a des textes d'hommage, il y a des choses comme ça qui leur fait une place, parce qu'ils ont une place importante. C'est une sorte de fraternité originelle. Ouais, c'est une sorte c'est une sorte de famille qu'on peut se construire tout au long de la vie. T'as une très jolie phrase d'ailleurs. Les arts et les gens que j'aime, c'est la seule chose qui m'intéresse vraiment dans la vie. Bah oui, et quoi d'autre? Les tractopelles aussi, c'est bien. On est là pour le Je reviens. Alors c'est ta compagne, Émilie, qui va te faire découvrir Richard Brotigan. Oui. Voilà. Et donc il va relier ton écriture à celle de la littérature américaine, même si tu étais déjà un grand lecteur de la Oui, moi je lisais beaucoup de romans en fait américains, et puis moi j'ai adoré là, je sais pas, il y a des livres comme ça qui sont repères comme des films ou des musiques, mais des choses qui font vraiment des déclics, quoi, voilà. Donc il y a eu Céline, Voyage au bout de la nuit, il y a eu, et puis dans ce mouvement-là, il y a eu les Américains, il y a eu Henry Miller, que j'ai découvert d'abord. À l'adolescence, c'est quelque chose de découvrir Henry Miller. Et puis Charles Bukowski, et puis Raymond Carver, et puis voilà, après je suis allé vers tout ce monde-là. J'aimais beaucoup, je sais pas, Hemingway, Mark Twain, des choses comme ça. Et donc voilà, je suis allé vers ce continent-là. Mais Brotigan, je ne connaissais pas. Et donc Émilie, qui est ma compagne, lorsqu'on s'est rencontrés à Montpellier, j'étais étudiant, elle était aux Beaux-Arts, et il y avait un atelier animé par Pierre Tillemans, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un artiste et un poète, très chouette. C'est toi d'ailleurs, tu vois, c'est toi, qui est très chouette, et qui lui a fait, et qui voilà lisait du Brotigan, et donc Émilie m'a dit toi qui aimes tous ces réfugiés, ces exclus, ouais, tous ces barbus bancals, et attendrissants, lis ça, et j'ai découvert, donc j'ai lu Mémoire sauvée du vent, Poussière d'Amérique, c'est le premier livre que j'ai lu de Brotigan, et ça a vraiment été un déclic, ça a vraiment été une rencontre, quoi. Je dis toujours, il faut lire Brotigan. Je sais pas si vous connaissez Richard Brotigan, mais c'est un auteur américain qui est un post-beat, qui est arrivé un peu après les beats, au moment un peu des Babacools et tout ça, qui a eu un grand succès avec du sucre de pastèque et la pêche à la truite en Amérique, et qui a une histoire très dure, qui a une histoire familiale et voilà, d'une enfance très dure, et qui a essayé un peu toutes les formes, tous les genres, qui écrivait aussi de la poésie beaucoup. Des romans de genre, des fois. Il y a Un prix vers Babylone qui est un peu une tentative de polar, il y a des westerns, mais bon, il joue avec tout ça, c'est pas et son écriture est magique. Moi c'est vraiment, si on le lit, on s'en fait un copain pour la vie, quoi. Donc c'est très libre, c'est à la fois très plein de fantaisie, de douceur, de drôlerie, et en même temps en abordant des choses souvent sombres, dures, importantes, avec de la légèreté, avec de la poésie, avec voilà, un rapport bien sûr à la nature, à l'espace, aux marges, voilà. Et tout ça, ça a vraiment orienté à la fois mon goût de lecteur et mon écriture, voilà. Et sa poésie vraiment a été un déclic. Je me suis rendu compte à ce moment-là que voilà, qu'on pouvait tout faire, quoi, que tout était permis, et que tout le monde y avait droit, en fait, à la poésie. Et ouais. Donc là, il va y avoir 2 livres qui me semblent bien en relation avec ça. C'est les 76 clochards célestes au Castor Astral. Des étoiles et des chiens. Et puis des étoiles et des chiens. Voilà, ça c'est 2016-2018. Et c'est une écriture, tu dis, à la gloire des grands pas grand-chose qui se sont échinés à ne pas plier l'échine. Ça magnifique. Oui, là c'est vraiment des hommages, quoi, hein. Donc à ce moment-là, par hasard d'ailleurs, hein, mais bon voilà, le processus a fait que j'ai commencé par écrire
un texte sur Brotigan, et puis après sur Pierrotin-Grenier, et puis après, voilà, pour une revue, je me suis dit, il y a peut-être des choses à faire, et ensuite, et voilà, et j'ai exploré ce truc-là du texte. Je voulais rendre hommage à tous ces bancals de l'art, en fait, qui sont souvent... Alors, il n'y a pas que des punks suicidaires, il peut y avoir, je sais pas, Jules Renard, ou des gens qui sont... à la fois qui sont reconnus ou qui sont un peu oubliés, ou alors qui sont un peu de la marge, ou qui sont... Mais en tout cas, et puis il n'y a pas que des écrivains, il y a des musiciens, il y a des dessinateurs, il y a des photographes. Donc le seul point commun, en fait, c'est que je les aime et qu'ils m'ont apporté quelque chose à un moment donné et que je voulais leur rendre. Et le jeu, c'était d'écrire avec eux aussi sur des formats assez libres et dans une langue qui amène à chaque fois vers leur univers. Donc j'écris pas de la même façon sur Bukowski que sur Victor Hugo, quoi, bien sûr. Et j'écris pas avec la même langue, sur Jean Rictus que sur René. Voilà, donc c'était un exercice, moi, qui à ce moment-là, qui m'a fait beaucoup de bien, parce que j'ai creusé un peu toutes leurs œuvres aussi. Parce que c'est pas exhaustif, hein, il ne s'agit pas de faire non plus des textes Wikipédia sur leur vie ou machin, mais voilà, il s'agit de faire des portraits qui amènent à eux dans des formes qui peuvent être variées, qui peuvent être des lettres, des poèmes, des proses, et d'essayer de donner envie d'aller voir vers eux, quoi. Et donc on en vient aux 7 mercenaires que Daniel a attrapés au vol, que publie le Réal Gare en 2020 et qui convoque donc la poésie de ces figures. Là c'était un autre, donc c'est un autre exercice, mais c'est exactement dans cet esprit-là. Mais le jeu c'était de rentronnage, mais pas dans une forme assez narrative quand même, pas dans ce jeu de portrait un peu biographique, quoi. Vraiment par la poésie, par l'imagination, par la création. Sur ces 7 américains qui moi sont fondamentaux, cette figure tutélaire qui sont Salinger, Carver, Bukowski, Brotigan, Harrison et Henri Miller. Voilà. Et voilà, donc le jeu là, ça a été d'écrire. J'avais commencé encore une fois par Brotigan parce qu'il m'accompagne. C'est un copain, comme je disais tout à l'heure, donc il m'accompagne souvent dans mon imaginaire aussi. Et j'ai essayé alors ça peut être une petite nouvelle ou voilà, il y a des formes différentes aussi, mais c'est une forme de poésie narrative. Poésie aussi. Narrative en ping-pong avec un artiste, dessinateur. Ouais. Là, c'était l'intérêt aussi. Et comment ça s'est fait, Daniel? Alors, en fait, il se trouve que Régis Gonzalez, alors maintenant il habite Chambéry, mais à l'époque il habitait Saint-Étienne. Donc je le connaissais bien parce qu'on se fréquentait, il était venu exposer à la galerie et je connaissais bien son travail. Et peu de temps avant que Thomas m'envoie son texte, il était venu à la galerie et il m'avait dit lis ça, c'est vachement bien, et il m'avait offert un bouquin de Raymond Carver. Et là, je sais pas, 2-3 mois après, Thomas m'envoie dire tiens, est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose avec ça, voilà. Et là, je fais tac. Et je savais que Régis allait apprécier ces textes-là, et puis qu'en plus il allait travailler, Régis, c'est un artiste extrêmement complet, hein. C'est un super photographe, c'est un super dessinateur, c'est un super peintre. Alors, il y a une peinture qui est très dure, hein, des thématiques pas faciles. Et aujourd'hui, il s'amuse beaucoup avec l'intelligence artificielle pour faire des photos assez extraordinaires et pour montrer combien on arrive à... En fait, son sujet, c'est de montrer combien on arrive à tromper le monde avec l'intelligence artificielle. Donc, il y a 7 poètes américains qui sont mentionnés qui font l'objet de cet ouvrage, et il a fait 7 jeux de dessins qui, à chaque fois, sont dans un... Oui, parce qu'on a dû mettre 4 ans pour faire le livre. Ouais, puis après, c'est comme toujours, il y a des projets, les projets sont tous en parallèle les uns avec les autres, ils avancent chacun à leur rythme, on a le temps, on n'a pas le temps.
On peut dire que c'est un très, très beau livre. Ouais, Oui. puis, Ouais, et puis il y a Magnifiquement, ce parti pris de l'objet, du format, Oui, c'est même de la typo, un peu grasse comme ça, un peu américaine, un peu fanzine Ouais. et tout, qui fait. Enfin, il y a une cohérence, quoi, je trouve, Oui. qui mettent beaucoup en valeur ces quatre textes. L'âne de Richard Brotigan. Un Richard Brotigan, spécialiste de la poussière, des larmes et des nuages. Et de ses longs doigts sales, il attrape une brindille, se la colle au bout du bec et la mâchouille tranquille. Son ombre longiligne a quelque chose de doux. Marcher, c'est comme écrire, lâche-t-il en souriant. Les ânes et les corbeaux le savent, les pies aussi, je crois. Je l'ai reconnu illico, derrière son chapeau mou et ses petits yeux tristes. Mais sur cette terre, tout le monde finit ainsi avec un chapeau mou et des petits yeux tristes. Je ne lui ai pas demandé pour Yante, ni si la légende dit vrai, si l'on boit tout ce que l'on pleure et que l'on pleure tout ce que l'on boit. Je ne lui ai rien demandé, mais il m'a immédiatement souri. Ça, j'en suis sûr. Il cueillait les touffes de laine que les moutons abandonnent sur les barbelés des clôtures. Le reste du temps, il restait là, les pieds dans l'eau, assis sur un canapé déglingué, près de la mare. Il s'approchait de chaque couleur sur la pointe des pieds. Je ne lui ai pas demandé si l'histoire de la carabine lorsqu'il avait 15 ans était vraie. Son café était exécrable, sa barbe jaunie de tabac. Il m'a dit qu'au Japon, les maisons n'étaient pas en bois, mais en papier. Il m'a dit qu'il avait peur des néons. Son pantalon était trop court et sa chemise trop grande. Il m'a dit, toute sa vie, ça a été comme ça. Je ne lui ai pas demandé pour les horloges et les flingues, mais il passait beaucoup de temps à jeter des cailloux dans l'eau. Je ne lui ai pas demandé pour Big Sur, si le rire et le froid avaient plus d'éclat dans ces moments-là. Il m'a dit, j'aime toutes les femmes et toutes les fleurs. Un matin, je l'ai retrouvé effondré devant une carcasse de lézard rongée par les fourmis. Lorsqu'il m'a vu, il s'est levé et s'est mis à pisser sur le feu en disant que Baudelaire et Van Gogh avaient déjà tout compris. Tout à l'heure, il s'est ramené avec une carotte, en a tendu une moitié vers son âne et a dit en se retenant de rire, « George Washington, ceci est mon corps. » Lorsqu'il écrasait une mouche sur sa jambe, il éclatait de rire en disant « Merde, c'était peut-être John Wayne ou Richard Nixon. » Je ne lui ai pas demandé pourquoi les poètes inconnus restent inconnus. Il m'a dit « Je n'aime pas les maisons. Ce sont des cercueils qui se vengent. » Je ne lui ai pas demandé où en était sa collection de nuages. Un jour, au bord de l'étang, ne restait que la fumée d'un foyer de cendres, un quignon de pain et quelques mots dans l'air, brillants comme de la poussière. Une fois dans les puisettes, les mots mis dans l'ordre disaient « Suivre les traces de l'âne vers les étoiles ». On peut rater le trop, trouver le peu, rater tranquille, rater serein, au calme, au cas où, ou pas, ou bien, rater à la bonne franquette, rater sophistiqué, rater avec application et détermination, rater petit ou rater ambitieux. On peut rater dans le dur, rater léger, rater joyeusement, rater le printemps, trouver l'été, rater l'été aussi, trouver l'automne et ce qui s'ensuit, rater par-dessus la jambe ou par derrière, ou mine de rien,
de mieux en mieux, mettre une cartouche et rater le lapin. On peut rater en dansant, rater en fermant les yeux, rater en rendant hommage, en rêvant, en pensant, en attendant mieux. On peut rater l'anodin et trouver le merveilleux. On peut rater le matin ou le soir, rater debout, rater couché, rater à fond, rater immobile, rater fraté, rater immense, rater minus, rater galactique. On peut rater la main dans la main. Si tous les ratés se tenaient la main, on raterait bien, ça raterait grand, ça raterait la mort et le chagrin, ça raterait demain, ça raterait ici, maintenant, pour tous et pour toujours, ça raterait digne, ça raterait civique, ça raterait juif, arabe, chrétien. On peut bien rater comme on veut, on est libre, ma bonne dame, on est en République, personne ne peut me dire comment je devrais rater. Je rate comme je veux, l'important c'est de rater avec le cœur, avec les tripes, avec ma bite et mon couteau, bien rater, rater réglo, comme il faut, il y a toujours moyen de rater. C'est une question de volonté. Rater quand on veut, on peut. C'est ça la France, monsieur. Si tout le monde se donnait un peu la peine de rater, nom de Dieu, on n'en serait pas là où l'on en est. On serait à côté, ou à côté, ou à côté, ou à côté. On serait pas loin. Ça serait raté, mais ça serait pas loin. Ça serait déjà bien.